S'adapter au changement climatique. Une série de la Fédération nationale de l'agriculture biologique. Une fédération, un réseau pour accompagner, pour s'entraider, pour atténuer et pour s'adapter au changement climatique. Par Octave Broutard. Épisode 2, un élevage qui s'adapte. Chez Damien, à Gap. Aujourd'hui, c'est lundi 19 décembre 2022. Il est 7h du matin, on est dans le train, là, on se rend à Gap pour aller rencontrer Damien Orsière, qui est agriculteur et éleveur. Et on va voir comment il s'adapte au changement climatique. Salut. Octave, bonjour. Allez, je vous laisse enlever vos chaussures et puis on monte. Ouais. Damien, tu nous fais visiter ta ferme ? Ça marche, on y va. Allez, je te suis. On part par là. Allez. On va aller voir les animaux à cette saison. Au mois de décembre, c'est l'essentiel de ce qu'il y a à voir. Les champs sont couverts de neige. Et puis, de toute façon, c'est aussi les animaux qui nous occupent pour l'essentiel. On les a rentrés, ils ont fini de pâturer dehors là, à la mi-novembre, début novembre, mi-novembre selon les lots. Et puis là maintenant, on a pris le régime, la routine de l'hiver. Alors là on est dans la grange. C'est l'endroit où on stocke le foin et le fourrage. Et les animaux sont là, juste en dessous, dans leur litière. Alors fais-moi réviser les animaux de la ferme un peu, dis-moi ce que t'as. Alors là, le lot qu'on voit là, c'est des génisses donc elles sont entre 1 et 2 ans. Donc c'est des veaux qui sont nés à l'automne dernier, à l'automne 2021. Et qui attendent l'année prochaine, donc l'automne prochain, pour être mis à la reproduction et donc faire un veau à partir du mois de septembre 2023. Là, c'est le foin qu'on récolte en été en fait. Là, le système de la ferme est organisé. On n'a pas une surface énorme. Donc en fait on nourrit là pendant l'hiver les animaux avec du fourrage qu'on a récolté sur la ferme pendant l'été et on a pu récolter pendant l'été parce que les animaux n'étaient pas là. En fait les animaux ils transhument et on les déplace alors à plusieurs endroits mais un petit peu à une vingtaine de kilomètres d'ici dans le Champsaur. Et puis l'essentiel du troupeau change même de département et de région, part en région de Rhône-Alpes, dans le département de l'Isère, donc voilà, sur des pâturages de hauteur en alpage. Et donc pendant qu'on réduit le nombre d'animaux qu'on a sur la ferme, et bien, ça nous libère la ressource pour faire du stock pour l'hiver. On va aller voir les vaches qui ont mis bas cet automne avec leurs veaux. Voilà, donc là on est arrivé dans un autre bâtiment et celui-ci il abrite tous les animaux qui sont rassemblés là, ce sont les vaches. Et du coup elles sont pas élevées pour leur lait mais pour leur viande, donc la viande soit de leurs veaux qui seront abattus aux alentours de 6 mois, soit d'elles-mêmes plus tard lorsqu'elles seront plus vieilles ou qu'elles quittent le troupeau des vaches pour être engraissées, parce qu'il y a justement les génisses qu'on vient de voir qui une fois saillies vont faire un veau et venir régénérer ce troupeau de vaches allaitantes. Tu leur parles en quelle langue à tes vaches là ? En patois. Qu'est-ce que tu leur as dit ? Venez ici, venez.
Les soucis de ce qu'on appelle le réchauffement climatique, en fait, ont complexifié un petit peu la gestion fourragère de la ferme. Voilà, des années plus chaotiques en termes de récolte de fourrage. On a opté pour en fait une réduction de troupeaux pour se mettre un petit peu à l'abri des soucis de devoir alimenter les animaux avec du fourrage qu'on n'a pas récolté, quoi. Et de se dire où est-ce qu'on va en trouver, à qui on peut en acheter. Parce que c'est vrai que l'autonomie fait aussi partie des maîtres mots de ce qu'on fait. Et du coup, acheter du fourrage ou du grain une année comme ça pour passer, pourquoi pas, mais il ne faut pas tomber dans un système où c'est récurrent. Et puis, même de façon ponctuelle, si on a besoin de faire appel à des ressources comme ça extérieures, ça veut dire qu'on est trop sur la limite. Donc, on a réduit le troupeau de 40%. D'une part, ça nous a mis à l'aise au niveau fourrager. D'autre part, ça réduit quand même la charge de travail. Troisièmement, on va dire que c'était aussi une envie de se mettre en cohérence avec l'évolution de la société qui tend à prôner et à réaliser le fait de manger moins de viande ou de faire plus attention en mangeant de la viande. Et ça nous permet, outre d'avoir sécurisé le système d'élevage et le système fourrager, ça nous permet aussi d'avoir libéré des surfaces sur lesquelles on s'est mis à produire des graines et des choses qui sont directement consommables par l'homme. La viande reste le produit principal en termes de chiffre d'affaires, mais adossé à ça, eh bien, on a aussi ce qu'on va appeler ou classer dans la catégorie des protéines végétales. Donc on a aussi des lentilles, des pois chiches, et puis on a du quinoa, du sarrasin. Voilà, on fait aussi de la cameline pour la transformer en huile. Puis plein d'idées de nouvelles plantes à essayer d'apprivoiser aussi. Donc ton adaptation au dérèglement climatique, finalement, c'est l'autonomie et diversifier ton activité. C'est ça, c'est une partie, ouais, tout à fait. Il faut essayer de plus mettre tous ses œufs dans le même panier. Ce à quoi on pense souvent, c'est la sécheresse, mais le trop d'eau, le trop de vent, la fréquence de gel, les canicules. Donc en fait, l'idée c'est de se diversifier pour essayer d'être plus résilient. Parce que là, ta ferme, elle est face à une petite plaine, enfin qui domine une plaine en fait, et on est entouré de petites montagnes, et puis derrière c'est le massif des Écrins, c'est ça? Voilà, donc là en fait la ferme elle est située à 4-5 km de Gap. On est vraiment sur la zone de transition entre la Provence et le Dauphiné. Voilà. Donc au sud de chez moi, c'est la colline, et au nord, c'est du massif granitique. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu plus de comment toi, tu t'adaptes au dérèglement climatique ici, et peut-être via l'autonomie fourragère, ou même via des expériences, je crois que tu mets en place des expériences collectives pour trouver des solutions. Oui, alors c'est un peu compliqué à décrire, parce qu'en fait, on doit s'adapter à quelque chose de diffus, quelque chose qui pour l'instant n'est pas tellement concret non plus. Il y a une grosse part d'imaginaire. On s'imagine une planète super chaude, brûlante, et c'est peut-être pas forcément ça le plus gros problème qu'on aura à traiter. C'est peut-être davantage de froid, de gelée, de crue. Alors comment je vois l'adaptation? En fait, je pense qu'il y a 3 niveaux. Dans un premier temps, il faut arriver à se rendre plus résilient, à être un peu plus à l'aise au niveau financier, économique, pour en fait avoir les moyens de s'adapter. Et cette résilience, on l'obtient sur plusieurs volets. Il y a le volet financier, essayer de moins s'endetter, de se désendetter si possible, pour en fait se trouver moins coincé ou dans des situations moins dramatiques les mauvaises années, d'arriver à se financer du stock en fait, c'est-à-dire se faire sa propre assurance au niveau des stocks fourragers, travailler avec, si on peut travailler avec 10, 20, 30, 40% de fourrage qu'on peut reporter d'une année sur l'autre. Tu as beau avoir des moyens, de la trésorerie personnelle ou accès à des prêts de trésorerie pour acheter du foin, mais le foin tu n'en trouves pas, quoi. Donc voilà, vaut mieux avoir du foin que des sous pour acheter ce même foin.
Le deuxième niveau, moi je dirais, c'est une espèce de résilience ou de mise en sûreté un petit peu, d'indépendance administrative et réglementaire. Un troisième niveau, ça serait un peu un niveau fiscal. Le but, c'est de ne pas se trouver dans des systèmes un petit peu d'impasse où, pour des raisons fiscales, on va se trouver obligé ou du moins contraint par le comptable à investir parce qu'il faut créer des charges, créer des amortissements. Et c'est vrai qu'il y a des fois des situations où, en réduisant un petit peu la voilure, en réduisant l'activité, on peut se retrouver en dessous de certains seuils qui fait qu'on peut passer dans des systèmes fiscaux un petit peu plus favorables, tels des systèmes de forfait, où on gagne de l'indépendance dans ses possibilités de décision. C'est-à-dire que si on n'a pas besoin de changer le tracteur, on peut ne pas le faire, plutôt que de le faire juste parce qu'en fait, le comptable conseille de le faire. Donc on en fait moins pour avoir plus d'autonomie décisionnelle, quoi. Comment ça se manifeste sur le plan local de tenter des choses ici? Comment ça fonctionne? L'exemple de 2022 est un bon exemple. En fait, on a eu un printemps qui était relativement correct, qui faisait suite à une sécheresse hivernale relative, c'est-à-dire qu'on a eu un hiver avec peu de neige, pas trop de pluie, mais bon, au printemps, il y a toujours assez d'humidité. Et les choses ont correctement poussé sur le printemps. Et après, on a eu une sécheresse estivale. Donc en fait, là, la nature s'est mise en sécurité. Ça poussait plus. Parallèlement à ça, la contrainte de la sécheresse et de la chaleur sur la nature a généré une certaine mortalité de toute la biodiversité, de toute la vie du sol. En fait, les bactéries, les organismes du sol, beaucoup sont morts. Et la mort de ces organismes s'est traduite par de la minéralisation, de la libération de pas mal de minéraux. Ces mêmes minéraux qui sont utilisés par les plantes. Et en fait, on a eu un retour des pluies de la mi à la fin août. Et en fait, là, il y avait des possibilités assez importantes de à nouveau profiter de cette fertilité et du retour des pluies pour faire pousser des choses. Donc en fait, là, typiquement, cette année, en termes fourragers, les deux cartes à jouer, elles étaient sur le printemps, mais ça, c'est habituel. Par contre, il y avait un rattrapage intéressant à faire sur l'automne, et ce qui fait que en jouant comme ça, on a réussi à avoir une année quasi normale, quoi. Voilà. On crée un petit décalage en fait dans les cycles de récolte. On crée un décalage, et puis par contre pour faire ça il faut sortir aussi des sentiers battus avec les plantes qu'on utilise. C'est-à-dire que les systèmes de végétation, on va dire autochtones et qui se sont adaptés sur de longues périodes, ce sont eux qui sont en souffrance sur des années comme ça chaotiques. Et du coup, il faut arriver, pour jouer des opportunités un petit peu rapides comme ça, il faut arriver à s'appuyer sur des plantes nouvelles ou du moins beaucoup moins classiques, qui sont des plantes qui ont des cycles de végétation beaucoup plus courts. Qui ont des capacités de résistance au sec et de réponse au retour d'humidité qui sont plus importantes que les prairies, par exemple les prairies traditionnelles d'alpage ou les prairies naturelles qu'on a dans des systèmes assez traditionnels et bien installés, à cycle rapide et à capacité à être super efficiente vis-à-vis de conditions un peu limitantes en eau. C'est les plantes qu'on appelle en C4. C'est plutôt des plantes qui sont non natives de chez nous. Ça va être le sorgho, le mil, le maïs, et des plantes qui aujourd'hui on commence à entendre parler, on va commencer à s'y intéresser, le teff. Voilà, c'est toute cette famille des plantes autour du maïs et de la canne à sucre en fait. Même si elles n'ont pas forcément bonne presse parce qu'elles ont été utilisées aussi avec excès, sont quand même des plantes, c'est des végétaux qui nécessitent beaucoup moins d'eau en fait à captation de CO2 équivalent, quoi. Et c'est tout l'enjeu d'arriver aujourd'hui dans un contexte, un contexte naturel, climatique qui se durcit, qui devient de plus en plus compliqué, arriver à, au-delà de faire pousser des choses pour remplir les magasins,
et nourrir les gens des alentours, c'est de faire pousser des choses pour les laisser au sol et nourrir la vie du sol. On retourne au chaud ? Allez, Allez, on retourne au chaud. alors je m'appelle Damien Orsière, j'ai 53 ans. Je suis marié, j'ai 3 enfants qui sont grands maintenant. Je me suis installé en 1995. Mon grand-père m'a toujours dit on est arrivé ici avec le siècle. Les paysans, ils étaient surtout métayers. La terre leur appartenait pas. Il y a eu des ventes massives de domaines. Et les métayers qui étaient en place et qui pouvaient ont acheté. Et c'est comme ça qu'on s'est fixé ici. Voilà. Le train de la modernité et du développement de la course folle de l'agriculture. Par mon grand-père, ça a été le début de la spécialisation de cette ferme. Il est resté que les vaches, donc qui étaient des vaches laitières à l'époque. Suite à ça, c'est mon père qui a pris sa suite. Lui est reparti sur un système davantage axé sur la viande, donc il a abandonné le lait. Après arrive ma génération. Moi, je me suis installé en 1995. Mon père m'a toujours dit on est arrivé ici avec le siècle. Et là, tout à l'heure, on parlait de toutes ces solutions, que ce soit l'autonomie fourragère, de réduire la taille d'un cheptel, de diversifier, de trouver des solutions pour pallier au manque d'eau. Tu es accompagné notamment par François. François, est-ce que tu veux bien te présenter à ton tour au micro et puis du coup nous expliquer quel est ton rôle pour faire face au dérèglement climatique ? Donc François Lacourville, je travaille aujourd'hui pour une association qui s'appelle AgriBio 05, c'est l'association des agriculteurs et des agricultrices bio des Hautes-Alpes. Et dans ce cadre-là, je m'occupe d'accompagner un collectif qui est composé de 11 fermes à l'échelle des Hautes-Alpes. Damien fait partie de ce collectif. Et l'idée de Climalim, en fait, c'est de faire en sorte que des modèles en bio qu'on a pensé déjà il y a des décennies, qui font face aujourd'hui à des menaces extérieures qui arrivent plus rapidement que ce que ces systèmes s'adaptent. Et donc en fait l'idée de Climalim, en fait, c'est ça, c'est de se dire qu'est-ce qu'on met en place pour réduire le déséquilibre que ça représente, qu'est-ce qu'on met en face de ces problématiques qu'on rencontre en fait pour réussir à être plus agile et à s'adapter en fait à ce qui se passe autour de nous, parce que en fait on se rend compte que ça va vite et qu'à l'échelle d'une année comme on a eu là en 2022, en fait on a des systèmes qui sont fragilisés. Et donc là concrètement ton accompagnement ça se manifeste comment ? Donc tu viens voir Damien, tu viens voir d'autres agriculteurs, ou c'est des réunions collectives entre vous, ça fonctionne comment ? Alors c'est des réunions collectives. Qui prennent différentes formes. Il y a des réunions qui consistent en fait à discuter de ce sur quoi on veut travailler. Donc est-ce qu'on va travailler sur les fourrages, est-ce qu'on va travailler sur l'eau, par exemple, est-ce qu'on va travailler sur nos troupeaux, et derrière qu'est-ce qu'on met en place, des journées techniques, des visites de ferme, des actions de formation pour organiser et déployer ce travail collectif. C'est quoi les résultats si on essaie de faire un bilan un petit peu de... C'est une question pour vous deux, du coup, Damien et François, parce qu'il y a plusieurs enjeux, quoi. Il y a un enjeu à la fois technique, il y a un enjeu sur la qualité de la production, et puis il y a un enjeu économique aussi, la réalité économique de toutes ces évolutions. Si vous pouvez en dire tous les deux. Je dirais que pour l'instant, on est en phase d'investissement en fait. Alors, l'idée, c'est de faire des hypothèses sur ce qui va se passer, de faire des hypothèses sur comment on peut y répondre. Donc déjà là, c'est déjà périlleux parce qu'on fait des hypothèses sur des hypothèses. D'habitude, on fait des hypothèses sur des observations concrètes. Là, ça commence
à être bancale l'histoire, mais de toute façon on n'a pas le choix, il faut qu'on évolue. Et là pour l'instant c'est plus de l'investissement, c'est-à-dire qu'on va tester, se mettre d'accord sur des modalités de test, voir si quelqu'un a observé chez lui est reproductible, répétable ailleurs. Si c'est pas le cas, ça permet entre autres d'identifier quels étaient les critères de la réussite et les critères de l'échec, et à chacun de se caler. Donc en fait, il y a plusieurs idées. Et toi, par exemple, quand tu arrives avec ton approche d'autonomie fourragère, j'imagine que ça fait partie des choses que tu présentes au collectif, que tu partages avec eux en leur disant que ça marche, que ça fonctionne. Alors ça marche, mais le truc c'est que ça marche chez moi. Ça marche chez moi parce qu'on a un peu accès à l'irrigation. Je suis dans une zone qui est encore assez peu impactée par ces questions de changement climatique, parce que comme ça, à la frontière entre deux zones climatiques, donc du coup dans un espèce de flou qui fait que ça va pas si mal. Après dans le groupe, il y a des gens qui sont en situation déjà, on va dire, plus méditerranéenne, donc plus avancée en termes de conséquences, qui eux vont apporter dans la réflexion par exemple des thématiques telles les arbres fourragers. C'est-à-dire si on a du mal à nourrir les animaux dans les parcelles, eh bien, on va essayer de les nourrir aussi avec les bords des parcelles, avec les haies, avec les arbres. Voilà, donc c'est tout ce genre de problématiques. Chacun apporte ses problèmes. Les autres apportent leur vision sur les éventuelles solutions. C'est aussi bien d'arriver à avoir des partenaires qui vous sortent un peu la tête du guidon. Et après, de là, voilà, on essaie de poser des hypothèses communes, et puis chacun repart chez soi les tester, et après on se retrouve pour en partager les résultats. Quand vous partez planter des haies pour nourrir les animaux, ça ne sera pas avant 4, 5, 6 ans. Voilà, il faut financer les arbustes. Voilà, donc moi je dirais que c'est plus pour l'instant de l'investissement que quelque chose avec retour immédiat. Ouais, finalement, le travail qui a été réalisé jusque-là, c'est un travail qui a déjà consisté à rapprocher ces gens-là, à les mettre en fait autour d'une table, à essayer de faire émerger en fait toutes ces problématiques qui sont des problématiques au départ qui sont individuelles, alors partagées par d'autres ailleurs, mais qui sont quand même individuelles, avec le contexte sur chaque ferme, avec les caractéristiques de chaque système, et derrière d'arriver à se dire maintenant qu'on est tous autour de la table, sur quoi on peut travailler ensemble, enfin quel est le dénominateur commun, quelles sont les problématiques sur lesquelles on peut avancer. Et on a aussi trouvé aujourd'hui en fait de quoi nourrir les interrogations des uns et des autres avec des choses qui viennent de l'extérieur. Et donc on est en train de mettre en place là une démarche globale qui va se passer autour des troupeaux, autour d'une démarche qui est basée sur la bioélectronique, auquel on va tous participer, et qui va un peu constituer en fait le socle structurant du GI2E pour avancer sur les problématiques individuelles des uns, des unes et des autres. Est-ce que tu peux nous développer un peu le bioélectronique, ce à quoi ça va ressembler ? En fait, grosso modo, c'est... Alors, pour ceux qui veulent avoir une vision plus globale, en fait, il faut chercher la biblio autour de ce qu'on appelle la bioélectronique de Vincent. Alors, appliquée à l'élevage, c'est une méthode de mesure et d'estimation de la santé, de l'équilibre électrique, on va dire, parce que électronique, en fait, c'est pas la bioélectronique en élevage, c'est pas des appareils qui clignotent dans tous les sens. C'est prendre en compte les phénomènes de mouvement d'électrons, c'est-à-dire les phénomènes d'oxydoréduction dans les organismes vivants, que ce soit des organismes animaux, que ce soit des organismes humains et les organismes végétaux, et y compris dans le sol. Et en fait, ça rejoint un petit peu de l'importance des antioxydants dans la diététique humaine. C'est un petit peu ça. Sauf que voilà, ça se résout pas forcément avec des gélules d'extrait de choses riches en oméga 3.
Au niveau de l'élevage, ça se raisonne sur l'équilibre en fait pH et l'équilibre d'oxydoréduction, pris en compte sur tout le cycle de la production agricole, c'est-à-dire dans les fourrages, puis au niveau de l'animal, puis au niveau de ses bouses, de ses urines qui font le fumier, lequel fumier va être restitué au sol. Et si tout ça est équilibré, en fait, il y a des chances qu'on soit sur quelque chose qui, au niveau santé, fonctionne bien, voire très bien. Et qui surtout soit aussi adapté aux à-coups, capable de davantage encaisser les erreurs qu'on est amené à faire sous contrainte du climat, parce que la façon de nourrir des animaux, des vaches, des chèvres, des brebis, des cochons et des poules, il y a des années, des décennies de travailler là-dessus pour finalement comprendre comment ça fonctionne. Là, aujourd'hui, ce qu'on sait, c'est qu'il va falloir qu'on fasse des choses un petit peu en aveugle ou faire des fois donner à manger aux animaux des choses qui n'étaient pas forcément prévues pour ça au départ, mais que, voilà, des cultures, par exemple, le cas de la céréale qu'on va utiliser comme fourrage parce que en la fauchant au printemps et en utilisant ses tiges et ses feuilles au lieu de ses grains, voilà, de base c'était pas l'aliment fourragé de prédilection, c'est pas de l'herbe. Par contre, ça peut sauver un système, ça peut sauver une année. Et du coup, par contre, avec ces pratiques, il arrive de grandes inconnues, et la bioélectronique, c'est un moyen assez fiable à notre sens, et pertinent et surtout rapide et quantifiable, de mesurer ce qu'on fait et de pouvoir voir s'adapter, corriger le tir, en sachant si on est plutôt en train de faire du bien, du mal à l'animal, avec les mesures d'adaptation qu'on est contraint d'adopter. C'est un peu ça l'idée, c'est d'avoir un outil de pilotage aux adaptations qu'on risque d'être obligé de faire. Donc là, il va y avoir un outil commun, donc le bioélectronique, qui va être appliqué à toutes les exploitations qui sont membres ou qui font partie du collectif, c'est ça ? Oui, c'est ça. Déjà, dans un premier temps, maintenant qu'on l'a identifié, l'idée c'est que tout le monde puisse être déjà sensibilisé à cette approche, parce que, on le voit dans ce que disait Damien, c'est une approche qui est quand même globale, dans le sens où elle s'intéresse à l'ensemble de l'environnement qu'il y a autour de l'élevage. Et à partir de ces sensibilisations, derrière, l'idée va être aux gens de s'approprier en fait ce qui constitue cette méthode, et pour derrière pouvoir mettre en place des choses concrètement sur chacune des fermes. Et je reviens un peu sur les résultats. Il y a un résultat qui est difficilement chiffrable, ou qui est en tout cas infra-économique, c'est tout simplement les incidences sur ta vie personnelle, sur ta vie familiale, d'avoir réduit la taille du cheptel, d'être autonome sur le plan fourrager. Quelles sont les conséquences pour toi, Damien ? Mais disons que quand on positionne son travail dans une zone plus confortable, déjà on dort mieux. De ne pas se coucher le soir en se demandant où est-ce que demain on va pouvoir téléphoner pour trouver du foin. Après, ça reste un travail agricole et une activité agricole. Moi, j'ai jamais réussi, jamais tellement cherché à dissocier ma vie personnelle de ma vie professionnelle. Pour moi, c'est un grand tout, c'est un grand mélange. C'est la nature qui commande, et il faut être là au moment où il y a besoin d'être. Et je pense que l'adaptation au changement climatique, ça va accentuer cette soumission à la nature, en fait. Ouais, je pense que le métier d'agriculteur dans sa forme traditionnelle, a jamais réussi à vraiment s'exonérer de la contrainte naturelle. La forme d'agriculture qui a réussi, c'est celle qui s'est industrialisée, c'est celle qui s'est détachée du sol. Par contre, moi, c'est pas dans ce type d'agriculture que je prends plaisir à jouer. Et je pense que les consommateurs et les citoyens, c'est pas non plus ce type d'agriculture-là qu'ils souhaitent, quoi. Donc, à partir du moment où on est dans une activité naturelle, ça veut dire qu'on laisse commander la nature. Et le bien-être personnel, il faut le trouver là-dedans.
Vers de terre, Agroécologie. azotobactères, Diversification. exudat racinaire, Évolution. digestion, Adaptation. biodiversité. Salut Octave. Pour le 3e épisode, je te propose d'aller chez Marion. Elle a un élevage et elle met l'arbre au cœur de son système pour assurer sa résilience. Et tu vas changer de décor parce qu'elle est sur les côtes bretonnes. S'adapter au changement climatique. Une série de la Fédération nationale de l'agriculture biologique.